Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce débat entre représentants d'auteurs et représentants d'éditeurs. À Livre Hebdo, c'est une tradition, nous accompagnons la parution du baromètre organisé tous les 2 ans par la SCAM et la SGDL entre les relations entre les auteurs et les éditeurs. Ce document, vous pouvez le retrouver dès à présent sur le site de Livre Hebdo, livrehebdo.fr, et sur le site de la SCAM. Pour cette 10e édition du baromètre, il y a eu 2 fois plus de répondants que lors du précédent en 2023. Plus de 1700 réponses au questionnaire, soit 12% des plus de 15 000 auteurs et illustrateurs à qui ont été envoyés ce sondage. Pourquoi ce doublement de répondants? C'est grâce à l'apport des affiliés de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et du Snack BD notamment. Plus de répondants donc, et pourtant peu d'évolution dans les réponses. Pour vous donner un seul chiffre, maintenant, il y en aura pas mal cette prochaine heure, vous allez voir. 60% des auteurs dénoncent un manque de transparence dans la reddition des comptes. Ils étaient 48% en 2023 et 51% en 2020 à estimer que les redditions de comptes n'étaient ni claires ni complètes chez aucun de leurs éditeurs. Alors ce débat va nous mener à évoquer d'abord les pratiques des éditeurs, puis le partage de la valeur du livre, et enfin l'impact de l'expansion du marché du livre d'occasion pendant 1 heure environ, et nous laisserons ensuite une large part à vos questions que vous pouvez poser dans le chat dès maintenant et pendant toute la discussion. Mais avant tout cela, pour vous présenter, vous êtes nombreux sur le plateau, j'aimerais entendre chacun d'entre vous très rapidement sur ce qu'il retient de ce 10e baromètre de la SCAM. S'il n'y avait qu'un point à retenir, lequel ce serait? J'aimerais que vous commenciez, vous, Anne-Claire Lévesque, vous êtes autrice et coprésidente de la charte des auteurs jeunesse. Bonjour. Alors, pour les auteurs jeunesse, la chose très frappante dans ce baromètre, c'est qu'il n'est clairement pas au beau fixe et qu'il suffit de regarder le taux médian de rémunération que nous obtenons, qui est de 5% pour les albums. Et il faut savoir qu'un album, c'est en général 2 co-auteurs, un auteur, autrice et un illustrateur, trice. Donc, du coup, c'est 5% qu'il faut encore diviser par 2. Voilà. J'espère qu'on en parlera. Hervé Rony, vous êtes le directeur général de la SCAM. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous voulez dire très rapidement sur ce baromètre? Moi, je dirais que ça fait on fait du surplace. Il y a peu d'évolution, vous l'avez un peu dit, vous avez anticipé sur ce qui me frappe, c'est-à-dire d'année en année ou tous les 2 ans. Malgré tous les efforts qui ont été faits, il faut le dire aussi, entre le SNE et les organisations représentatives d'auteurs sur le fait de régler un certain nombre de problèmes, je pense à la reddition des comptes, les avaloirs, enfin un certain nombre de questions difficiles, on s'aperçoit que ça bouge très peu. Comme si, d'une certaine façon, alors je ne veux pas parler à la place des éditeurs, ceux qui font bien le boulot continuent à le faire bien, et ceux qui ne le font pas forcément très bien n'ont pas fait beaucoup de progrès. Voilà, donc c'est un peu inquiétant cette forme d'immobilisme pour nous, mais aussi pour les éditeurs, parce que c'est beaucoup d'efforts qu'on fait les uns et les autres pour des résultats, somme toute, assez limités, je trouve. On aura l'occasion, j'espère, d'en parler. Isabelle Jarry, bonjour, vous êtes romancière et présidente de la commission de l'écrit de la SCAM. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce 10e baromètre? Alors, sans revenir sur ce que vient de dire Hervé Rony, en effet, on a un peu l'impression d'un manque d'évolution. Moi, ce qui me frappe, c'est que sur les avaloirs, par exemple, si on parle qu'en termes de rémunération, 26%, c'est beaucoup, c'est un quart des auteurs et autrices ne perçoivent aucun avaloir. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a encore plus frappée, c'est que quand il y a un avaloir, il est inférieur à 3 000 €. Et ce chiffre n'a absolument pas bougé depuis 2009, c'est-à-dire plus de 15 ans. Les coûts de fabrication ont baissé, la vie a augmenté, et les avaloirs des auteurs restent toujours les mêmes, ce qui, d'une certaine manière, veut dire qu'on est de moins en moins rémunéré pour notre travail. Merci beaucoup, j'espère qu'on approfondira et qu'on aura la réponse des éditeurs là-dessus. Et enfin, côté auteur, Christophe Hardy, bonjour, écrivain, et vous êtes le président de la Société des gens de l'aide, la SGDL, partenaire, et vous avez mis en place aussi ce baromètre. Qu'est-ce que vous retenez, vous ?
Alors, j'irai un peu dans le même sens que Hervé, c'est l'impression de statu quo, mais c'est un statu quo en trompe-l'œil, me semble-t-il, parce que sur les questions de partage de l'information, transparence, on a vraiment travaillé pour que ça avance, et le baromètre ne le reflète pas encore, je pense, on pourra peut-être en parler. En revanche, pour ce qui est partage de la valeur, là, il se trouve que dans nos négociations avec les éditeurs, il y a un vrai blocage, et donc ça se reflète dans le baromètre, évidemment. Mais il y a deux choses un petit peu différentes, partage de l'info, partage de la valeur. Merci, je me tourne maintenant du côté des éditeurs et je vais commencer évidemment par Cécile Thérouanne, qui vous êtes coprésidente du groupe des éditeurs jeunesse du syndicat national de l'édition et directrice générale d'Hachette Roman et livres de poche jeunesse. Vous l'avez parcouru évidemment ce 10e baromètre. Qu'est-ce que vous en avez? Qu'est-ce que vous retenez? Moi j'ai envie de voir quand même un témoignage d'une connaissance, sinon d'une confiance réciproque qui s'améliore. Vous avez mentionné la thématique du livre d'occasion. Moi, je m'étonne de ne voir mentionné à aucun moment un autre enjeu majeur pour notre interprofession, qui est celle de l'intelligence artificielle. C'est une bonne remarque. Je passe la parole à Benoît Paulet. Vous êtes directeur général de Glénat, président du groupe des éditeurs de BD du SNE. Et même question pour tout le monde. Qu'est-ce qui ressort selon vous de ce baromètre? Oui, bonjour. Moi, je voudrais déjà saluer effectivement l'apparition d'un sujet qui est le livre d'occasion, qui nous préoccupe, comme vous le savez, chez les éditeurs et je crois aussi dans vos organisations représentatives de plus en plus, et qui n'est pas anodin non plus dans les questions de valeur, les questions de rémunération, les questions de marché tels qu'on les vit aujourd'hui, qui sont plutôt, quand on les regarde, un peu orientés à la baisse. Et tout ça, effectivement, de notre point de vue, devient vraiment un sujet très important. Et le fait qu'il apparaisse là nous permettra d'en débattre et j'espère de trouver, et j'en suis même convaincu, sur ce sujet-là, des points qui nous rassemblent. Voilà. Merci Benoît. Et enfin, pour clore ce premier tour de table, Renaud Lefebvre, évidemment directeur général du SNE, du syndicat national de l'édition. Pour vous, même question. Écoutez, j'espère que vous me pardonnerez un brin d'optimisme, parce que moi, quand je regarde, et puisque, si j'ose dire, la parole est à la défense, quand je regarde ce baromètre, j'y vois quand même des raisons assez encourageantes de poursuivre un dialogue. Je crois qu'on a progressé dans le partage de l'information, des données en connaissance réciproque. Je pense aussi qu'on a avancé dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments clés qui étaient, on s'en rappelle encore, dans les limbes il y a 2 ans, et je veux parler en particulier à la fois de Phileas, dont la notoriété, on peut s'en féliciter, monte déjà tel que relevé par ce baromètre. Dans ce qu'on est en train de faire ces jours-ci, ces semaines-ci, et pour très bientôt, en ce qui concerne la mise en place d'une commission de médiation. Et là, je crois que les choses qui étaient des idées il y a quelque temps deviennent des choses très concrètes et des projets sur le point d'aboutir. Et puis aussi dans les enjeux, dans les constats communs sur des points de vulnérabilité et sur lesquels je crois que éditeurs et auteurs ont tout intérêt à unir, partage des constats et à unir leurs actions. Et évidemment, je veux penser au livre d'occasion dont on a parlé et sur lequel on reviendra. Mais je partage l'avis de Cécile. Je crois que la question de l'intelligence artificielle fait aussi partie des fronts communs sur lesquels nous avons et nous aurons à travailler. Merci beaucoup. Je pense que les bases sont posées. D'un côté, progression, optimisme et on regarde de l'avant. Et puis de l'autre, on ressenti de stagnation. Je pense que ça... On va passer un bon moment ensemble et j'espère qu'il va en sortir de belles choses, j'en suis sûr. Pour commencer, donc, comme promis, les pratiques des éditeurs. Pendant toute la durée, on ne va pas s'attarder sur tout le baromètre. Je vous invite encore une fois à le découvrir soit sur Livre Hebdo, soit sur le site de la SCAM. Mais on a choisi certaines slides que j'espère vous avez à l'écran. Avec ces chiffres, 41% des auteurs estiment que leurs relations avec leur éditeur se sont détériorées ces dernières années.
42% des auteurs et autrices font appel à un avis extérieur pour décrypter les contrats. Dernier chiffre, 39% des auteurs jugent leur très rarement clair les clauses de cession de droits papier et 30% sur le numérique. Cette question peut être intéressante de commenter ces slides. Je ne sais pas qui veut prendre la parole du côté des auteurs. Je pense, Isabelle, vous êtes bien placée. Comment expliquer, enfin c'est peut-être une question pour les éditeurs, mais voilà, que pensez-vous de ces chiffres et on pourrait leur demander comment est-ce que les éditeurs les justifient. Alors, 41% des auteurs estiment que leurs relations avec leurs éditeurs se sont détériorées. Moi, ce que je remarque quand on va un petit peu plus dans le détail dans les chiffres, c'est que souvent les auteurs donnent une plutôt bonne note à leur relation avec leur rééditeur, la personne qui s'occupe de leur livre. Dans leur maison d'édition, ils ont un interlocuteur, nous avons un interlocuteur. Et souvent, avec cette personne-là, ça se passe bien parce qu'on est dans un rapport intellectuel de travail en commun. Mais c'est avec tous les autres services, d'une certaine manière, que c'est compliqué. C'est-à-dire obtenir son contrat, obtenir ses rééditions de comptes, les comprendre son contrat, comprendre comment se fait la promotion. En fait, c'est tout ça. Et d'ailleurs, on remarque que sur la promotion, c'est ce qui a la plus mauvaise note. C'est-à-dire que les auteurs ont l'impression qu'on ne promeut pas leur livre, en tout cas comme ils le souhaiteraient, etc. Et ça, je pense que ça... Alors, dès qu'on aborde la question juridique, vous voyez par exemple 2 documents, le contrat et la reddition des comptes. C'est des documents qui sont des documents difficiles à comprendre parce que tout simplement, un auteur, c'est pas un juriste. On a en face de nous le service juridique et nous, on est juste un auteur. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on va demander à la SCAM, à la SGDL, aux services qui peuvent nous aider à vérifier que ce contrat répond bien à nos exigences ou en tout cas est à peu près clair. Donc finalement, l'auteur, il est toujours assez isolé. Et la reddition des comptes, c'est pareil, c'est un document comptable qui est difficile à lire. Finalement, j'ai presque envie de dire, il faudrait que les éditeurs prévoient un petit module de formation des auteurs à la lecture de leur contrat, leur expliquer, et surtout à la reddition des comptes, parce qu'en fait, tout a une explication quand on se plonge dedans. Les auteurs ne sont pas toujours très à l'aise avec ce type de plongeon, ils n'ont pas forcément envie de comprendre. On le remarque dans les sociétés d'auteurs auxquelles les auteurs n'adhèrent pas, parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert, ils ne savent pas ce que sont les droits secondaires, etc. La lecture d'une reddition de compte, c'est pas si compliqué, mais il faut s'y plonger. Et parfois, moi, j'ai l'impression qu'une petite fiche explicative, ça serait pas mal. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place assez facilement entre les sociétés d'auteurs et les maisons d'édition. Une information un petit peu plus... administrative, juridique, qui permettrait peut-être à l'auteur de se sentir... Parce qu'en fait, quand vous vous sentez perdu, vous avez aussi l'impression de vous faire avoir. Ces 2 sentiments qui sont assez voisins et qui... Et finalement, s'il y a des difficultés du côté des éditeurs, les auteurs ont besoin à la fois d'en être informés et d'y participer. Avant de redonner la parole peut-être à d'autres représentants, peut-être une réponse. Moi, je m'en souviens qu'il y avait déjà eu ces revendications il y a 2 ans. Est-ce que les éditeurs aujourd'hui, en 2025, auraient les moyens d'atténuer ce ressenti des auteurs qui se sentent toujours isolés à la compréhension des contrats ? Moi, je pense que la première chose, c'est peut-être de confirmer qu'un contrat, c'est compliqué et que c'est normal de ne pas trouver que c'est une lecture facile, parce que ce n'est pas non plus une lecture facile pour les interlocuteurs des auteurs, que sont les éditeurs au sens compagnon d'édition, et qu'en définitive, s'ils sont compliqués, c'est pour mieux protéger les droits des auteurs. Et que rien que ça, peut-être qu'avant même... une grille de lecture des contrats, et parce que en définitive passer par un agent, passer par un organisme, moi je trouve que ça atteste du fait que l'auteur comprend que ça engage de signer un contrat et qu'il faut comprendre ce qu'on signe. Nombre de fois, on a des auteurs qui n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils avaient signé, et il y a une déconvenue, mais qui n'est pas du fait de l'éditeur, et les contrats ne sont pas faits pour entourlouper, ils sont faits pour protéger et pour définir la relation et l'étendue des droits cédés et ce que l'éditeur s'engage à faire pour les protéger et les exploiter, évidemment. Hervé Rony. Allez-y, réponds. Je voulais réagir à
la difficulté pour un auteur, il y a toujours une partie déséquilibrée. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que même si même si les éditeurs sont de bonne foi, ont envie de protéger les auteurs, il y a un déséquilibre permanent. Et que ce déséquilibre n'est pas toujours compris, notamment, je pense, dans le milieu d'édition, si je le compare à d'autres secteurs que je connais, parce que, si je puis me permettre, sans vous faire la morale, vous avez la certitude que tout va bien avec l'auteur parce qu'il y a une complicité intellectuelle. Et ça, c'est très typique du monde de l'édition littéraire. Mais ça ne suffit pas. Et la difficulté, souvent, elle vient de là. D'où ça devrait vous frapper que systématiquement, et on n'en parle pas tant que ça avec le SNE dans les négociations, on parle beaucoup, en effet, de choses très importantes, le partage de la valeur, la reddition des comptes, les cessions, etc. Mais ce dont on ne parle pas, qui est peut-être plus difficile à appréhender, qui est le marketing, la promotion, l'accompagnement de tout l'environnement, que vous connaissez quand même par cœur, par cœur. Mais quand vous êtes, vous, à tel poste, et que vous avez accompagné un auteur sur le plan littéraire, ça n'a rien à voir, j'imagine, avec le directeur comptable, et qui, lui, sait pas où se situe l'auteur. Et c'est ça dont j'ai envie de vous faire prendre conscience. Parce que je trouve que, année après année, on n'a pas évolué là-dessus du tout. Je le dis avec beaucoup de tempérance, parce que je pense aussi que le SNE a fait beaucoup d'efforts dans le dialogue et qu'on a un dialogue constructif, courtois, au bon sens du terme. Quand je dis courtois, c'est pas, mais aimable, agréable avec le SNE. Je le dis. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs où on a ce dialogue. Mais pour autant, la prise de conscience que l'auteur est complètement perdu dans des grandes maisons, et au seul motif que vous êtes satisfait, vous, parce que intellectuellement, le bouquin, c'est satisfaisant, et que c'est une belle écriture, et qu'on est tous contents, ça ne suffit pas. Or, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, je suis peut-être un peu caricatural, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et que ça, c'est quelque chose qui doit interpeller, me semble-t-il, le monde de l'édition. Benoît Paulet. Je voudrais réagir à ce que vous dites, parce que je ne crois pas qu'on satisfasse de ça. Franchement, c'est votre impression, mais je crois qu'on n'a rien à gagner. Les éditeurs que nous représentons, et nous-mêmes, nous sommes éditeurs tous les deux, on sait très bien qu'on n'a rien à gagner à une absence de clarté dans des contrats. Parce que c'est du temps passé, c'est effectivement, vous l'avez dit, madame, c'est aussi le fantasme de choses qu'on cache ou de règles qu'on n'appliquerait pas. Et tout ça, en définitive, ça nous fait perdre à tous du temps. Et vous avez raison de souligner que dans cette relation-là, il y a d'un côté une organisation et de l'autre côté souvent une personne seule. Donc on est tout à fait convaincus, et que nos contrats aussi, je vais un peu plus loin, souvent eux pour le coup sont rédigés par des juristes, donc ils savent de quoi ils parlent, et qu'en face le lecteur n'est pas le juriste. Mais ça fait partie aussi de notre rôle, et là on en est clairement convaincu d'avoir des personnes dans nos équipes, notamment ça peut passer aussi par l'éditeur ou l'éditrice qui s'occupe de son auteur, de pouvoir expliquer les différents points de ce contrat-là, ou les points les plus techniques, parce qu'il y a beaucoup de points techniques qui sont liés, comme Cécile le rappelait, aussi à ce cadre, qui est un cadre qui est là pour protéger les parties et notamment les auteurs, et qui se complexifie d'année en année parce que les usages et les pratiques se complexifient d'année en année. Donc on rajoute à ces contrats-là forcément des choses qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et qui viennent aussi compliquer la lecture de ces contrats-là. Mais soyez convaincus, je crois, de pouvoir l'affirmer, et Renaud représente encore plus les éditeurs que moi je représente surtout ceux de la bande dessinée, qu'on fait notre possible pour les rendre les plus clairs, ces contrats, malgré le fait qu'effectivement on est obligé de passer par des rédactions juridiques parfois un peu obscures. Et c'est ce que disait Hervé Rony au début, et finalement c'est un peu l'ensemble de ce baromètre, c'est-à-dire que malgré les efforts qui sont reconnus de la part de du SNE et de l'interprofession, il y a ce ressenti-là. Renaud, comment arriver à réduire ce déséquilibre ressenti des auteurs sur la compréhension des contrats? Je crois qu'on n'est pas au bout des efforts. Alors je crois qu'il y a une partie qui est irréductible. Cécile a raison, un contrat d'édition c'est compliqué, et c'est compliqué, encore une fois, pour une très large part en défense des intérêts des auteurs. Alors on le sait bien, quand il y a des velléités de simplification du droit, ça se traduit souvent par une complexification accrue. Toutes les lois de simplification sont des lois affreusement complexes et incompréhensibles. Donc on ne simplifiera pas le droit. On peut simplifier et on ne simplifiera pas les contrats. Et tout ce qu'on vient d'évoquer, à mon avis, n'ira pas dans ce sens. En revanche, on peut simplifier l'exposé du contrat. On peut entreprendre un travail à différents niveaux plus pédagogique, plus didactique sur la manière de lire un contrat.
Il y a différents instruments. Il y en a sur lesquels on a déjà commencé un travail, enfin ça existe déjà, mais c'est un travail qu'on poursuit. On publie au Syndicat national de l'édition un contrat type qui est un contrat type commenté, clause par clause. Ça, c'est un instrument quand même plutôt pour un lecteur averti. On a entrepris la rédaction d'un guide de bonne pratique en matière de contrat d'édition. Je pense que l'affirmation positive des règles qui doivent s'appliquer sera certainement un instrument plus pédagogique. Mais je crois aussi, vous avez raison, que on y réfléchit d'ailleurs autour des systèmes de gestion collective, que faire un effort de présentation très synthétique, schématique, de la manière dont ça fonctionne, des éléments clés du contrat, c'est un travail sur lequel on a encore du chemin à parcourir. Mais on est convaincu de la nécessité. Christophe Hardy. Oui, je voudrais dire plusieurs petites choses sur ces questions-là. Que les auteurs fassent appel à un regard extérieur pour relire leur contrat, ça me paraît plutôt un signe positif. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons. À la fois parce qu'il faut savoir ce qu'on signe, et puis surtout, il ne faut pas oublier la durée pour laquelle on s'engage. On ne s'engage pas pour rien, enfin, on s'engage en général pour toute la durée de la propriété littéraire artistique, c'est-à-dire toute la vie plus 70 ans. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui est de la familiarisation avec le langage juridique, je pense que dans les organisations d'auteurs, il y a des formations, à l'AGDL il y en a, mais dans d'autres organisations aussi, où moi j'ai suivi ces formations. On se familiarise avec la lecture d'un contrat d'édition pour apprendre à lire ce qu'on signe. Par ailleurs, sur la complexité du contrat d'édition, je pense que quand Saint-Exupéry signait pour Le Petit Prince, il pouvait signer un contrat qui faisait 1 ou 2 pages parce qu'il s'engageait sur l'édition du livre papier. Aujourd'hui, je pense que la complexité des contrats tient aussi au fait qu'on signe pour des sessions très étendues. Donc, ce n'est pas uniquement sur le livre papier, il y a d'autres sessions qui sont envisagées. Donc, ça explique cette épaisseur. Et on pourra peut-être parler de la reddition de compte après. Justement, je voulais y venir à la reddition de compte pour qu'on puisse avancer là-dessus. La reddition des comptes. Il y a un accord qui a été signé fin 2022, me semble-t-il, alors avec une échéance de 5 ans. Donc on est à la moitié à peu près de l'échéance. Bref, en tout cas, cette reddition des comptes, là encore, statu quo par rapport au précédent baromètre. 60% des auteurs déplorent un manque de transparence dans la reddition des comptes et 14% ne la reçoivent jamais. Je suis désolé, j'ai pas noté les pages, mais vous avez le retour et j'espère. Et 14%, je disais, ne la reçoivent jamais. Pour 18% des auteurs et autrices, elle n'est pas accompagnée de règlement. Encore une fois, pour commenter un petit peu ces chiffres qui stagnent. Isabelle en a un petit peu parlé. Effectivement, quand tu as parlé de documents comptables, je pense que tu as tout à fait raison. Ce à quoi on est confronté en tant qu'auteur, c'est la question de la lisibilité de la reddition de compte, quand elle a lieu évidemment. Et c'est vrai que quand on a plusieurs éditeurs, on a des redditions de comptes qui changent tout le temps. Enfin, c'est jamais le même document. Donc, il faut s'habituer. Ça a une valeur, je pense, pour le service comptabilité, mais pour nous, c'est vrai qu'il faut qu'on jongle avec ça. Et parfois, il y a des choses qui sont totalement opaques pour nous. Donc là, je pense qu'il y a des progrès qu'on pourrait faire facilement. Ça, c'est pour le manque de lisibilité. Alors, effectivement, ce qui n'apparaît pas dans le baromètre, c'est ce sur quoi on a progressé. C'est-à-dire qu'il y a eu ces accords de décembre 2022 où on progresse sur plusieurs choses. Il y a la régularité qui sera plus importante puisqu'on passe à 2 rééditions annuelles. Et puis, je pense qu'on pourrait parler ici aussi de l'outil dont a parlé Renaud tout à l'heure, Phileas, qui va vraiment, en matière de transparence, considérablement pacifier les relations auteur-éditeur, je pense. Parce qu'il ne sera pas corrélé et ça s'ajoute aux rééditions de comptes. Ça ne se substitue pas aux rééditions de comptes, mais ça permettra aux auteurs, de manière directe, personnelle, immédiate et continue, d'avoir une visibilité sur les ventes de leurs ouvrages. Alors sur la reddition de compte, juste un mot de commentaire.
Je crois que là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté sur la position collective qu'adoptent les éditeurs. Il est profondément anormal, illicite que ces rééditions ne soient pas rendues. C'est sanctionné, c'est également sanctionné de manière additionnelle dans notre accord en ce qui concerne l'accord de 2022. Moi, ce que je voudrais observer, c'est que ce chiffre de 14%, il paraît choquant. Moi, ce que je note quand même, c'est que dans l'échantillon qui a été constitué, il y a pour moi 9% des contrats qui ne sont pas des contrats d'édition. Ce sont des contrats d'édition à compte d'auteur ou des contrats d'édition qui demandent une participation financière à l'auteur. Pour nous, ce ne sont pas des contrats d'édition. Des éditeurs qui présenteraient des contrats type de cette nature ne seraient pas admis en tant qu'adhérents du syndicat national de l'édition. Donc, voilà. Donc qu'il y ait de la part de certains acteurs qui entrent sur l'activité d'édition des pratiques de cette nature, on le condamne. Encore une fois, ce ne sont pas les usages normaux des éditeurs professionnels. Et au-delà de la prévention, vous, en tant que SNE, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire, encore une fois, ce ressenti ou pour engager, que ce soit vous adhérents ou en tout cas les éditeurs que vous représentez? Je doute que le défaut permanent de réédition de comptes ou de règlement des auteurs soit une pratique courante de la part de nos adhérents. Je suis même profondément convaincu du contraire. Mais en fait, en même temps, Isabelle Jarry. je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on ne peut pas dire que les 9% qui restent sont des auteurs qui ont des contrats à compte d'auteur et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas de réédition. Il y a des éditeurs, et même des éditeurs importants, qui sur la durée... En fait, quand vous avez un livre qui est exploité pendant 2 ou 3, enfin, qui va vraiment marcher pendant la première année, vous recevez votre édition de compte. Mais quand vous avez un livre qui se vend pendant 15-20 ans, moi ça m'est arrivé, c'était un grand éditeur. Au bout de 15 ans, je le recevais 1 fois sur 2, puis 1 fois sur 3, puis plus du tout. Et j'ai dû vraiment insister pour qu'on m'envoie mon relevé. Donc, en fait, comme si, bon, on a envoyé son relevé pendant des années, bon, ça va, on peut peut-être changer. Et c'est curieux parce que finalement, comme si le lien se distendait. Je voulais juste revenir sur cet outil Phileas que 67% des auteurs disent ne pas connaître quand même. Hein. Donc, il faut quand même profitons de ce moment. Profitons de ce moment pour dire que c'est une plateforme d'information sur les chiffres de vente des livres auxquels on aura accès en direct. C'est quand même un super progrès, ça. L'outil sera lancé, en tout cas les inscriptions seront lancées lors du festival du livre, et une table ronde de présentation avec en exclusivité ce vendredi à 9h au Grand Palais. C'est dans quelques jours. Moi j'ai eu la chance de voir effectivement on l'avait partagé aussi avec un certain nombre d'entre vous, les maquettes du site. On a reçu les données, c'est vraiment un bel outil. Et je pense qu'on aura là vraiment quelque chose de puissant à proposer et vraiment dans les prochains jours, avec une inscription progressive des auteurs de manière à ce qu'on puisse s'assurer que tout le dispositif fonctionne, et une amélioration qualitative au cours des prochains mois très, très, très importante sur ce système d'information. Christophe Hardy. Non, oui, juste c'est une fusée à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura pas tout de suite une visibilité en temps réel sur l'exhaustivité des ventes pour les auteurs. Mais en tout cas, on aura une plateforme gratuite pour les auteurs, ça c'est important. Pour chaque titre, on pourra savoir où on en est. Alors, ça va sans doute fluidifier les relations auteur-éditeur. Ça va aussi avoir un effet déceptif pour les auteurs. C'est-à-dire que là, on va être confronté à la réalité. On ne pourra plus supposer que l'éditeur cache des choses, enfin de moins en moins en tout cas, et c'est vrai qu'on va être confronté au réel. Je vais revenir là-dessus. Je pense que François en a longtemps parlé. C'est vrai que les auteurs qui n'ont pas d'informations imaginent, fantasment. Vous savez, lui ne sait pas. Et il faut que tout le monde sache la même chose. Je pense que Phileas, c'est un énorme progrès, mais d'une manière générale, enfin moi je le dirais de façon générale dans la vie, il faut dire les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on imagine qu'elles peuvent être. Donc là aussi, dans la relation auteur-éditeur, il y a des bonnes pratiques qui est de l'information, et il vaut mieux décevoir un auteur que de ne rien lui dire. Parce que si effectivement il a peu vendu, il a peu vendu. Alors après, il peut vous dire, vous avez... Et déjà, je reviens là-dessus. Alors moi, j'ai une conviction un peu personnelle qui n'est pas partagée quand je le dis, même par des auteurs.
je continue à penser, mais c'est un sujet tellement vaste qu'on ne va pas l'aborder comme ça, c'est qu'il y a tellement de bouquins qui sortent que je pense qu'il y a une difficulté considérable à tout suivre bien comme il faut partout dans toutes les strates de la maison, et qu'il y a tellement de bouquins que suivre tellement de bouquins, c'est compliqué. Mais le fait même qu'on donne de l'information en disant voilà, on n'a pas vendu tant que ce qu'on espérait, c'est mieux que d'être dans une espèce de flou. De ce point de vue-là, Phileas, c'est formidable. On parlera d'une autre chose qu'à la commission aussi. Il y a 2-3 choses qui se mettent en place qui vont être de la transparence et d'aller jusqu'au bout aussi du, entre guillemets, conflit possible. D'arrêter d'avoir peur qu'il vaut mieux affronter les difficultés que de les mettre sous le tapis. Ça, je crois que c'est très important. Il faut que tout le monde sache la même chose. J'aime beaucoup cette phrase d'Hervé Rony, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, ou Benoît. Non, mais je pense que sur Phileas, on est tous d'accord. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a rassemblés tous, de pouvoir donner cette information. Ça a été long à accoucher parce que c'est techniquement aussi pas simple. Il ne faut pas oublier non plus que ces chiffres qu'on va communiquer par Phileas, sous le contrôle de Renaud, qui a piloté tout ça, ce sont des vrais chiffres de marché, c'est-à-dire c'est des chiffres de vente des libraires. Nous, les chiffres que l'on met dans les redditions de comptes, ce ne sont pas des chiffres de vente des libraires, ce sont des chiffres ce sont nos ventes aux libraires, et non pas les ventes des libraires aux lecteurs. Donc il y aura des écarts. Ces écarts, il y en a qui vont le comprendre, d'autres qui vont se dire mais il y a des écarts, donc il faut les expliquer parce que sinon ça peut nourrir aussi l'idée que les chiffres sont faux. Tout ça, ça va nécessiter aussi une certaine forme de pédagogie qui va nous prendre, je pense, aussi un peu de temps, et notamment dans les baromètres. Parce qu'il pourrait y avoir des réactions, je ne comprends pas, la reddition de compte que j'ai n'est pas conforme aux chiffres que j'ai dans Phileas. Ça ne sera quasiment jamais exactement le même. Voilà. Ça, c'est la seule certitude que j'ai. Et ça, il faut s'en prémunir. Cécile Thérouanne. 20 ans d'exploitation, parce qu'effectivement, à ce moment-là, les chiffres se rejoignent. Moi, je pense que ça sera extrêmement vertueux, et on est tous là pour saluer le travail acharné qui a été fait par Renaud et par le SNE, parce que c'est vraiment un bel aboutissement. Et je pense que ça va aussi être vertueux pour justement venir à bout de l'incompréhension de certaines notions dont il est question dans le baromètre, les provisions sur retour, parce que ça permet aussi à l'auteur de comprendre que, oui, l'éditeur envoie plus de livres qu'il n'en vend effectivement, donc il se prémunit contre le retour, enfin toutes sortes de choses qui vont devenir quand même un petit peu plus tangibles et concrètes, et comme vous le dites très bien, on aura tous les mêmes éléments sous les yeux. Il y a déjà certains groupes qui les mettent à la disposition des auteurs. Là maintenant, ça sera vraiment partagé par tout le monde, et de manière progressive, ça sera par étage, comme vous le disiez, mais je pense que ça va venir fluidifier et pacifier un certain nombre de choses. Et vous parliez tout à l'heure de la promotion, ça viendra dire aussi que malgré éventuellement toute la promotion qui a été faite, les ventes sont nulles, ou en dépit de l'absence de promotion, elles sont extraordinaires. Ça peut venir aussi illustrer des phénomènes... voilà, exactement. Dans les deux sens, parfois, c'est un peu quand même toujours. On n'a pas de boule de cristal. Benoît Paulet, vous vouliez rebondir très sur la complexité des redditions de comptes, enfin en tout cas les présentations, je voulais juste rajouter une chose, et c'est vrai que elles peuvent sembler abruptes, absconses. La réalité, c'est que nous sommes encadrés, encore une fois, pour mettre certaines informations. Les informations que nous mettons dans les redditions de comptes, elles sont encadrées, on doit déclarer certaines choses. Ce qui ne l'est pas, c'est la forme des redditions de comptes. Et les redditions de comptes dépendent de nos systèmes comptables. Et nous n'avons pas un système comptable pour toute l'édition. Nous avons une multiplicité de systèmes comptables qui dépendent de nos organisations, etc., etc. Et donc, c'est sûr que là, on a du mal à harmoniser, et on aura du mal à harmoniser une reddition de comptes pour tout le monde. Je pense qu'effectivement, il va falloir faire un peu de gymnastique intellectuelle pour passer d'une reddition de compte à l'autre quand on a plusieurs éditeurs. Moi-même, j'ai travaillé dans plusieurs maisons d'édition, et en arrivant dans une nouvelle maison, on doit un peu effacer son logiciel qu'on avait dans la précédente pour rentrer dans le logiciel de la nouvelle. Voilà. Mais en tout cas, les informations légales qui doivent y figurer, là, on n'a pas de débat possible, elles doivent y figurer. Et la règle qui a évolué, vous le disiez, c'est qu'il y ait 2 redditions de comptes par an, et dans 2 ans maintenant, 2 ans et demi, nous sommes tout à fait évidemment déterminés dans nos organisations à ce que ça soit le cas. Voilà. On va
Ouais, très Alors, rapidement. oui, alors, très s'il vous rapidement plaît, par Cécile rapport à Terwan. l'outil et à la variété des outils, l'évolution des règles et en particulier la double reddition de compte annuel contraint, et de toute façon c'était une urgence absolue, le groupe Hachette à changer d'outil parce qu'on était avec un outil qui n'était pas en mesure de faire des redditions de compte semestriel. Donc, alors là, on va avoir un outil tout neuf et on l'espère plus compréhensible parce que c'est vrai qu'on peut s'arracher les cheveux avec les redditions de comptes des maisons du groupe Hachette, ce qui représente quand même un certain nombre d'interlocuteurs. Je le reconnais humblement. Si ça vous va, j'aimerais qu'on passe, on pourra y revenir éventuellement au détour d'une question sur ces redditions de comptes, mais on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est sur les droits dérivés. C'est toujours dans cette pratique des éditeurs et ce besoin de transparence envers les auteurs. 19% des répondants de ce baromètre n'ont jamais été informés de traduction de leurs livres à l'étranger. C'est un auteur sur 5, c'est énorme. 62% ne reçoivent jamais les droits correspondants. Comment est-ce que vous, Anne-Claire Lévesque... Là, encore, il y a quelques jours, à la Charte, il y a une chartiste qui nous a écrit pour nous annoncer qu'elle venait de découvrir via Internet que son album jeunesse était paru en 4 langues. Son éditeur, une petite maison d'édition indépendante, ne lui en avait jamais fait part. Et évidemment, elle n'avait jamais touché les subsides correspondants. Je pense en fait que ce qu'on se dit, c'est que c'est souvent le fait d'éditeurs qui ne sont pas rigoureux, quoi. C'est même pas sans aller chercher des histoires de transparence il n'y a pas de... oui, ils font, c'est comme s'ils font pas leur job, quoi. Donc ils donnent pas les infos. Et de là, effectivement, ça génère fatalement un peu une perte de confiance, voire une anxiété, voire des gros doutes. Et puis par contre, les éditeurs qui, eux, font le job et annoncent très officiellement à l'auteur que son album ou son roman jeunesse va faire l'objet d'une traduction, là, ce qui se passe souvent, c'est que, en fait, il y a comme une espèce de petit suspense bizarre qui est entretenu et il arrive assez fréquemment qu'on dise alors super et du coup le montant de la session c'est quoi? Et là, c'est vrai, on nous répond vraiment souvent, tu verras sur ta prochaine reddition de compte. Bon, est-ce que vraiment il y a lieu, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Je veux dire, il n'y a pas lieu de faire de la rétention d'informations là-dessus. Oui, mais c'est pas juste des anecdotes. Voilà, ce sont des choses réelles qui se produisent, quoi. Voilà. Christophe Hardy. Pour compléter, effectivement, là, il y a une chose qui n'apparaît pas dans le baromètre, mais qui est aussi le fruit des accords de décembre 2022, c'est qu'il va y avoir, là on a progressé pour le coup sur cette question-là, puisqu'il y aura obligation d'information de l'éditeur en cas de ce qu'on appelle les sous-cessions. C'est-à-dire que quand il y aura effectivement, pour la traduction, pas seulement pour la traduction, quand il y aura une sous-cession de l'éditeur avec un éditeur 2, il sera obligé d'informer, non plus au moment de la réquisition de compte, mais d'obliger dans un délai assez bref, l'auteur de cette sous-cession. Et ça, avec une fiche qu'on a prévue, assez précise justement sur les montants, le pays, plein d'informations qui seront données. Et ça, c'est une vraie avancée, mais qui n'apparaît pas dans le baromètre encore, là. Je pense qu'on a fait effectivement dans les discussions avec le SNF et évoluer avec vous certaines règles pour justement diminuer ce que vous vivez. Parce que vous le vivez, donc on ne va pas dire que vous ne le vivez pas. Donc vous le vivez. Mais nous, on le déplore, ça. Parce que vous disiez les éditeurs. Non, pas les éditeurs, des éditeurs. Et ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on on travaille beaucoup à la clarification, à l'amélioration des relations et les pratiques de certains, pas forcément, comme vous le disiez, malhonnêtes, parfois par négligence, viennent entacher aussi tout ce travail-là. Et ensuite, on dit les éditeurs ceci, les éditeurs cela. Je crois, pardon, mais ce n'est pas les éditeurs, ce sont des éditeurs. Et nous, effectivement, pour nos organisations, on rappelle les règles et on appuie sur les règles que l'on signe avec vous, d'ailleurs, qu'on co-signe, pour que justement ce sentiment ou cette réalité diminue. Voilà. Mais encore une fois, je voulais insister juste là-dessus parce que c'est important pour nous. Effectivement, qu'on ne soit pas, ou le moins possible, entaché de ces pratiques-là qui viennent nuire à toute une profession. Oui.
Malgré tout, excusez-moi de vous Oui, je vous en prie, Isabelle. passer devant. Je vous en prie, On Isabelle, voit que j'arrive. 62% des auteurs qui ont été informés de leur tradition disent ne jamais avoir reçu de droit. Mais c'est aussi parfois parce que la cession comprend la cession et les droits de la première exploitation, ou j'en sais rien. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé que certains de mes livres soient traduits. J'ai touché, en effet, la moitié, c'est 50% généralement, de l'avance. Mais je n'ai jamais plus rien revu. Or, il y a dû y avoir des livres qui se sont vendus, puisqu'ensuite, c'est paru en poche dans le pays concerné. Chose dont on ne m'a jamais... C'était un grand éditeur du groupe Hachette. Oui, non, Donc, je suis toute prête ça veut dire que... Et j'avais toute les confiance... coupables. Hein, non, mais j'avais c'est tout pas à ça le fait problème. confiance en eux. Mais je n'ai jamais compris pourquoi cette somme qui m'avait en effet été versée et que j'ai retrouvée sur mon relevé de droit n'était pas suivie d'une explication. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a eu des droits, je n'ai jamais eu la moindre idée des ventes, mais je suppose qu'il y en a eu suffisamment pour que cet éditeur le cède en poche. Et alors là, pour le coup, non seulement on ne me l'a jamais dit, mais en plus, je n'ai jamais rien vu passer. Et c'est ce genre de choses, en fait, qui... Alors, il y a peut-être une explication, mais moi, on ne me l'a jamais fournie. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Oui, mais on ne peut que le déplorer. Une fois de plus, je reprends les propos de Benoît et on ne peut que le déplorer, ce n'est pas normal. Après, je peux vous parler d'expérience des cas de cession où vous ne savez pas ce qui se passe chez l'éditeur auquel vous l'avez cédé. Vous attendez vous-même X temps le contrat, les règlements, les exemplaires. En fonction des pays, ça peut être vraiment extrêmement laborieux et effectivement ensuite on n'a pas d'idée de ce qui se passe. Donc là il y a une opacité qui est redoublée, c'est-à-dire que vous avez l'impression parfois que c'est opaque avec un éditeur que vous êtes capable de rencontrer physiquement. Nous on rencontre les éditeurs, là je parle pour la jeunesse, à Bologne et effectivement au moins une fois par an on a l'occasion et ça se fluidifie là encore parce que Internet ça aide à avoir des relations plus constantes et suivies et avoir une permanence de la vision de ce qui se passe. Mais c'est vrai que même pour nous, parfois, c'est extrêmement nébuleux. Et c'est anormal. Hein. Je ne dis pas ça pour nous défendre, mais je dis que... Finalement, je pense que ce qui est terrible pour l'auteur, c'est de ne pas savoir. C'est de rien savoir. Pas de ne pas savoir, de ne rien savoir de tout ça, alors qu'il a un interlocuteur. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Déjà, vous avez demandé à recevoir votre contrat. Enfin, parfois, c'est laborieux aussi pour l'auteur. C'est-à-dire que vous avez discuté avec votre éditeur, vous allez recevoir votre contrat, mais il n'arrive pas, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme avaloir. Enfin, moi, là, j'ai un livre que je vais rendre dans une semaine, j'ai toujours pas reçu mon contrat. C'est-à-dire que j'ai aucune idée des conditions. Il ne faut pas rendre votre livre. Et oui, mais je veux qu'il sorte. Un bon conseil. Non, mais bien sûr. Non, mais je peux les citer, c'est chez Gallimard. Donc j'ai confiance en eux, c'est mon éditeur. Je sais très bien que ça va bien se passer, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et alors oui, il y a peut-être quelqu'un qui est malade au service des contrats, etc. Mais j'aimerais juste qu'on me le dise. Et ça, je pense que pour l'auteur, ce manque d'information, le fait qu'on a l'impression qu'on est toujours la partie négligeable du processus de fabrication du livre, alors qu'on fournit quand même la matière première de l'édition. Et on a toujours l'impression qu'on est les derniers informés de... Peut-être que moi, si on me dit... Oh là là, ça va être très long le contrat, il y a un gros problème au service des contrats, on est très très en retard, ne t'inquiète, je ne m'inquiète pas, je sais que ça va venir. Et peut-être que même je l'aurai une fois que le livre, j'espère pas, sera paru, enfin sera rendu, ça c'est sûr, puisque ça va aller très vite. Mais c'est tous, en fait, le sentiment que pour eux, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais nous, on est... Si, moi j'aimerais vous entendre, peut-être Renaud, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu, mais sur le dialogue... Sur le dialogue éditeur et éditeur-auteur, on voit que là, c'est sur des cas... Enfin, c'est important, c'est sur des cas précis, particuliers et un peu redondants. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça en tant qu'éditeur ? Alors, moi, je laisse parler la pratique quotidienne de mes voisins de droite. Je ne sais pas vraiment quoi vous répondre sur cette question-là, parce que je ne vois pas bien de dispositif collectif. Je pense que ce qui est important, c'est de partager ses constats, de travailler à des sensibilisations. Mais ce genre de questions ne se régleront pas par des lois, des décrets ou des accords interprofessionnels. Alors, il peut y avoir des recommandations, il peut y avoir des incitations et rappeler effectivement que, comme vous l'avez dit, que tout ce qui concourt à une forme d'opacité pour l'auteur est préjudiciable à la relation. Hervé Rony, qu'est-ce que vous proposeriez ? Je suis d'accord avec toi, Renaud, parce que
Je l'ai déjà dit, je l'ai beaucoup dit. Dans l'audiovisuel, c'est pas non plus toujours brillant, mais on a des pratiques. Alors, faut pas être naïf parce que je sais que c'est compliqué dans l'exécution des chartes, mais des chartes, des guides de bonne pratique, qui sont pas la loi, parce qu'on a tendance quand même à remonter tout de suite à rien ou le CPI. C'est un peu dingo quand même. On ne va pas à chaque fois qu'il y a un problème, parce qu'Isabelle Jarry ne reçoit pas son contrat, aller voir Madame Dati pour lui demander de changer le texte de loi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense, parce que nous-mêmes, on complexifie nos relations et on les rigidifie puisqu'on passe par la loi. Ce que j'ai dit 10 fois, 15 fois, 20 fois, ça rentre dans une oreille, pardon, ça sort un peu de l'autre oreille. C'est de conclure des chartes et des guides de bonne pratique. D'arrêter parfois d'aller sur la loi. Je l'ai dit, normalement le SNE nous a dit on t'a écouté, on va rédiger. L'histoire de ce que vient de raconter Isabelle, c'est une question de bonne pratique. Aucun éditeur ne devrait être en mesure de n'envoyer le contrat qu'au dernier moment. C'est pas possible. Il devrait y avoir une règle qui dit c'est 1 mois avant, c'est 3 mois. Voilà. Et ça, c'est des bonnes pratiques. On va pas aller au code, on va pas demander à la loi de fixer ça. Mais ça, c'est du bon sens. Dans l'audiovisuel, on l'a fait. On a fait une charte des bonnes pratiques avec France Télévisions, des syndicats de producteurs et la SCAM. On a fait aussi une autre charte, SCAM, producteur sans qui est France Télévisions. Donc on l'a fait à 3. Encore une fois, ça ne procure pas des miracles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même un éditeur, mais ça peut être vrai pour les auteurs. Hein. Les auteurs, il faut aussi qu'ils rendent leur manuscrit, il faut aussi qu'ils fassent leur boulot. Hein. Donc c'est des deux côtés. Parce que vous avez des auteurs qui peuvent se comporter... voilà. Oui, d'accord. Alors c'est vrai que c'est dans le contrat. Tu as tout à fait raison. Mais globalement, voilà. Et ça, j'y crois quand même beaucoup. Et je pense que c'est tout à fait faisable. Alors on y croit aussi, mais je ne vais pas faire appel à un replay de cette émission, mais je crois avoir le souvenir quand même d'avoir évoqué la rédaction d'un guide de bonne pratique. Ouais, c'est un travail qui est très engagé, qui n'est pas complètement abouti à l'heure actuelle parce qu'il y a des incertitudes liées aux véhicules législatifs sur nos discussions autour du contrat d'édition, mais je suis tout à fait d'accord avec cette démarche. Encore une fois, sur le contrat d'édition, on met à jour et on publie un contrat commenté. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait un énoncé positif, clair, pédagogique, des règles. Alors effectivement des règles et effectivement qu'on attire avec ce type d'instrument l'attention des éditeurs sur ces obligations, ces nécessités d'information, certainement même au-delà des éléments du contrat, puisqu'un certain nombre de points qui ont été évoqués, à mon avis, dépassent le strict cadre des contrats au bénéfice des auteurs. Mais je vais vous laisser la parole parce que vous ne l'avez pas beaucoup lu. Allez-y, Anne-Claire. D'autant plus, j'ai envie de dire, pour ce qui concerne les auteurs jeunesse, quand on signe son contrat, on touche aussi son avaloir. En jeunesse, on est déjà... on ne gagne vraiment pas grand-chose et... on essaye de vivre aussi de nos livres, de nos écrits. Et s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de chèque d'avaloir qui permet aussi de payer un peu son loyer, d'acheter un peu ses oranges, etc. Mais il y a aussi une chose auquel je pense. Moi, ça fait longtemps que j'écris, ça va d'une certaine manière, je sais que ça finit toujours par s'arranger, mais je pense aux jeunes auteurs. À ceux qui, nous, on est là, on connaît l'histoire. Mais quand vous arrivez dans le monde de l'édition, vous êtes un jeune auteur, que ce soit un auteur jeunesse ou un auteur vieillesse, vous ne connaissez rien à tout ça. Et quel effet ça fait? Vous avez parlé, Madame Thérouanne, de l'IA qui arrive. On va être menacé. On va être menacé de toutes parts. On l'est déjà, mais il va y avoir besoin de se serrer les coudes. Et ça, je pense que... comme pour le livre d'occasion, on va être ensemble, auteurs et éditeurs. Mais je pense qu'il faut aussi l'être sur une plus grande rigueur face à la machine qui est derrière l'écriture. Et ça, je pense que pour les jeunes auteurs, avoir une charte de bonne pratique, avoir plus de rigueur de la part des éditeurs, ça serait important aussi pour les mettre en confiance. Parce que comment on va s'en sortir sinon ? Vous voyez ce que je veux dire? Face à tous les, pour moi, la question, tous les écueils. Au-delà de ça, c'est bien d'établir un code de bonne pratique, mais il faut qu'on sache qu'il existe. En fait, la problématique, c'est que c'est la vertu des organisations comme la vôtre et du SNE, c'est qu'il faut juste déjà que les gens sachent qu'il y a des règles et qu'il faut les appliquer. Et que donc, quand ils lisent un contrat qui leur semble pas d'équerre, ils ne le signent pas.
même si c'est très tentant de se dire « Oh là là, mon premier livre va être publié ». Non, et il faut juste que les gens soient conscients de ça, parce que après, sinon, on n'y arrive plus. Et avant de laisser la parole, il faut qu'on avance à Benoît Paulet. On peut imaginer que vous vous engagez dans 2 ans, il y aura cette charte de bonne pratique, elle sera signée. Oui, et le code de bonne pratique, encore une fois, sa rédaction est très avancée. Et d'ici 2 ans, je crois, prendre l'engagement qu'il aura été publié. Très bien, non, on avance. Je voulais juste rajouter juste un petit mot par rapport à ce défaut d'information que vous évoquiez. En fait, de mon point de vue, on a dans notre métier une chance incroyable, c'est qu'il se fait toujours grâce à la relation de personnes qui se voient, un auteur et son éditeur, vous le disiez tout à l'heure. Généralement, quand on demande à un auteur, dans la majorité, il y a des situations qui se passent probablement de manière plus difficile, mais de son point de vue sur son éditeur, le point de vue est bon. Donc la porte d'entrée de l'auteur dans une maison d'édition, c'est son éditeur. Et son éditeur, lui, il connaît l'organisation interne. Il sait à qui frapper ou à quelle porte frapper quand il doit chercher des informations, si l'auteur est en défaut d'informations. Moi, je ne connais pas toutes les organisations, elles sont multiples, hein, chaque maison a sa façon de procéder, mais néanmoins, on a cette chance incroyable dans notre métier d'avoir encore des relations, entre guillemets, in tuto personae, entre des personnes qui se parlent. Il y a plein de métiers où quand vous essayez d'avoir quelqu'un au téléphone, ou vous essayez d'avoir quelqu'un, vous n'avez personne et on vous renvoie de plateforme en plateforme, etc. Nous, c'est pas le cas parce qu'il y a toujours quelqu'un qu'on peut regarder dans les yeux ou à qui on peut serrer la main et à qui on peut dire j'ai besoin de cette information. Je crois que il faut pas oublier ça. C'est quand même très précieux dans nos métiers. Vous avez raison, c'est très important. Il faut absolument qu'on avance, on a pris pas mal de retard. On va parler des avaloirs et ça nous permet de faire un petit peu la bascule. C'est à la fois une pratique des éditeurs et aussi une question de partage de la valeur. Donc ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Il va y avoir 2 slides présentés parce que je voudrais qu'on accélère un petit peu. 26% des auteurs ne reçoivent jamais d'avaloir. Donc l'avaloir, je rappelle, c'est un minimum garanti comme c'est écrit. Et puis 68% de celles et ceux qui perçoivent un avaloir reçoivent moins de 3 000 € et 35% moins de 1 500 €. Hervé Rony, vous pouvez commenter un petit peu cette problématique et encore une fois, cette non-évolution ou à la baisse sur l'avaloir. Oui, je laisserai Christophe Sariussi en parler. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment quand on dit qu'on fait du surplace, on fait du surplace. Je pense que sur un certain nombre d'éléments, on appelle la transparence, les choses avancent bien. Il faut le dire, je le dis sans polémique, sur le partage de la valeur, on n'a pas bougé d'un millimètre. Voilà. C'est quand même une vraie difficulté. Tout le monde est très aimable, on s'en parle très courtoisement parce que le milieu de l'édition, je dis ça sans hypocrisie, sans me moquer, est éminemment courtois et bien élevé, mais ça ne suffit pas. Et là, c'est vrai, moi j'ai eu des exemples aussi autour de moi, il y a des moments où vous bossez 18 mois, 2 ans, sur des travaux même universitaires, je ne parle même pas de romans, et vous recevez 1 800 €. Il y a un moment donné, mais c'est pareil dans d'autres professions culturelles, il y a un moment donné, les éditeurs peuvent dire ce qu'ils veulent, ça pose un problème. Parce que, et ça aussi il faut le dire, moi je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas parce que les auteurs font d'autres métiers qu'on peut se permettre de ne pas bien les rémunérer pour le bouquin qu'ils écrivent. Parce qu'on va nous dire, enfin pas vous là dans le studio, mais ils sont chercheurs, ils sont enseignants, ils font aussi autre chose, ils sont libres, enfin ils font ce qu'ils veulent. Et sous ce prétexte-là, et ça c'est un cercle vicieux, parce que si vous faites un autre métier, c'est bien souvent parce que celui que vous exercez ne suffit pas. Alors, on ne va pas demander non plus aux éditeurs de rémunérer des auteurs de façon salariale. Il y a des débats là-dessus, enfin, une espèce de statut de... Ouais. Moi, personnellement, je m'interroge. Mais en tout cas, il y a nécessairement une difficulté. Et il faut que les éditeurs l'entendent. On ne peut pas demander à un auteur qui va travailler 2 ans, il y a des auteurs peut-être rapides, mais enfin, 2 ans pour écrire un bouquin, c'est pas dingue. Et je reviens aussi sur le travail universitaire, mais pas que. Et ça n'est pas possible. Et ce qui est frappant, c'est Isabelle l'a dit, ça ne monte pas du tout. On ne prend même pas en compte un peu l'inflation, un peu la vie. Voilà. Et c'est un vrai souci, ça. On va y venir au partage global de la valeur sur les problématiques d'avaloir. Christophe Hardy, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, ce que je peux dire, c'est, je vais compléter ce que dit Hervé. Il y a quand même une tendance générale qui date pas de 2 ans, qui est bien plus antérieure. C'est qu'il y a une multiplication des titres et
parallèlement, il y a diminution des tirages et diminution des minimums garantis. Donc ça, c'est cette tendance de fond face à laquelle on est. Et là, je ne vois pas pour le moment quelle est la solution. Parce que même s'il y a une certaine stabilisation dans la surpublication, on est quand même dans un état de surpublication aujourd'hui ou de surproduction, je ne sais pas comme vous préférez nommer la chose. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit au début à propos du statu quo qui était en trompe-l'œil. Sur le partage de l'information, on avance, même si ce n'est pas visible là, mais sur le partage de la valeur, on n'avance pas dans le cadre des négociations qu'on a eues depuis 2021. Mais c'est bien antérieur à ça. C'est vrai que sur cette question-là, ça bloque. Et les propositions qu'on a portées, je peux la nommer, puisqu'elle est parfaitement identifiée, de minimum garantie non amortissable, on pourra en parler. Là, pour le moment, il y a un refus de discussion sur cette question-là. Renaud Lefebvre, le SNE a publié une étude sur le partage de la valeur et il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, si je me souviens bien, votre problématique sur les avaloirs, c'est que justement il y avait 83%, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas un chiffre assez élevé où finalement, les avaloirs, ils vous coûtaient plus cher. En tout cas, vous remboursiez pas en cas d'invendu. Je ne retrouve pas vraiment vos chiffres, mais on va peut-être y revenir. Moi, je voudrais juste d'un mot revenir sur le point précédent, parce que vous me pardonnerez peut-être de revenir à des chiffres, mais je n'ai pas la même lecture de votre baromètre. Et je n'ai pas la même lecture, en particulier dans l'apport qui est particulièrement intéressant. Et c'était, je crois, un des regrets qu'on avait exprimé lors du précédent commentaire. C'est ce qui figure en fin de document et une vision sur la durée. Et quand je regarde cette question et la question indépendamment de la photographie qui vient d'être faite, et quand on regarde la part des avaloirs en fonction de ces seuils de 1500 à 3000 et plus de 3000 euros, moi je ne lis pas la même chose. Je lis que la part des avaloirs inférieurs à 1500 euros entre 2015 et 2025 est passée de 38 à 35%. Elle a baissé de 3%. Dans le même temps, la part des avaloirs supérieurs au minimum garanti, supérieur à 3 000 euros, est passée de 28 à 31%. Et donc, si on regarde ces deux mouvements, on a bien, en tout cas d'après les chiffres que vous publiez dans le baromètre, une évolution, certes modeste, mais cohérente et continue, dans le sens d'une augmentation des montants d'avaloir. Oui, c'est un graphique qui était un petit peu lourd à charger, donc c'est compliqué, mais pour ceux qui ont le document, c'est page 14 me semble-t-il, à portée d'œil. Vous pouvez essayer de retrouver ce que l'œil averti de Renaud a repéré sur le baromètre. Mais globalement, pour revenir sur le point que vous l'étude. évoquez sur la partage de la valeur, moi, encore une fois, je ne me retrouve pas vraiment dans les chiffres que vous évoquez. Ce qu'on mettait en évidence, c'est que simplement, c'est que dans le fait, quand on mesurait le montant des droits d'auteur, on ne pouvait pas ignorer la part des avaloirs non couverts. Et la part des avaloirs non couverts a pour effet, d'un point de vue macroéconomique pour les éditeurs, d'augmenter grosso modo de 20% les droits qui sont versés au titre des droits proportionnels. Christophe Hardy. On nous oppose effectivement la macroéconomique, alors que nous, en tant qu'auteurs, on est isolés. C'est-à-dire qu'il y a chaque destin d'auteur est particulier. Donc, par rapport à, je comprends très bien votre logique, mais nous, de notre point de vue, la logique, elle est d'une extrême cruauté et d'une extrême brutalité. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter d'une approche macroéconomique dans laquelle nous, on est écrasés, surtout dans ce contexte que j'ai évoqué de surpublication. Ce qui est important, on ne parle pas du même endroit. Et si vous voulez, vous allez considérer globalement que vous avez une masse financière que vous versez aux auteurs qui, au regard de votre entreprise, est cohérente. Ça ne fait pas le bonheur de chaque auteur individuellement. C'est très compliqué à résoudre. C'est comme moi à l'ASCAM, je vais vous prendre. J'ai à l'ASCAM 120 millions de perceptions. Ça n'a pas arrêté de progresser. Est-ce que vous pensez que chaque auteur de l'ASCAM
est de plus en plus content? Ben non, il y en a non, parce qu'il y a de plus en plus de monde et finalement l'augmentation de mon chiffre d'affaires, entre guillemets, même si c'est pas un vrai chiffre d'affaires, est spectaculaire. Donc tout le monde va dire, ah ben la gestion collective à la SCAM, non, ça va bien. Ça ne veut rien dire si je ne prends pas la situation. Il faut savoir qu'à la SCAM, j'ai une toute petite minorité d'auteurs qui touchent plus de 5 à 10 000, voire plus de 20 000 euros. Très peu. Et vous, ça doit être pareil. Donc c'est ça la difficulté. Ça n'est pas simple à résoudre, mais vous ne pouvez pas vous contenter, si je puis me permettre. Et j'ai connu ça dans un autre métier parce que j'ai dirigé un syndicat de producteurs de disques. C'est exactement la même chose à l'envers. Donc je connais bien la problématique. C'est que vous allez avoir des investissements considérables, vous allez avoir, et heureusement, un certain nombre d'ouvrages qui vont très bien fonctionner, très peu, qui vont vous permettre globalement d'assumer le fait que les autres fonctionnent moins bien. Mais en attendant, on parle d'avaloir, je ne parle même pas de vente au pourcentage sur les ventes, vous avez des auteurs qui ne gagnent pratiquement rien. Donc là, il y a quelque chose un peu d'injuste. Ce n'est pas simple à résoudre. Je dis que c'est injuste, il faut l'entendre. C'est ça le partage de la valeur. C'est ça le partage de la valeur. C'est sur chaque bouquin, qu'est-ce qui se passe. Mais si vous le mettez au niveau macroéconomique, on ne va pas s'en sortir, parce que le débat est biaisé. Qu'est-ce que vous répondrez à ça, Benoît Paulet? La fixation d'un avaloir, c'est lié à plein de paramètres qui ne commencent pas par se dire on a un volume à redistribuer. Hein, c'est ça, mais c'est pas comme ça. Non, d'accord. Donc c'est plein de paramètres et qui part du contrat. C'est qui part du projet. Il part même pas du contrat. Il part du. Non, mais pardon. C'est juste pour que qui part du projet. Voilà, qui part du projet, et à partir d'un projet, effectivement, il y a une discussion avec l'auteur, comme ça qu'en tout cas on opère dans la bande dessinée, je crois, ou les auteurs, parce qu'ils peuvent être plusieurs, et souvent ils sont plusieurs, un dessinateur, un scénariste au moins, un coloriste parfois. Et cette discussion, elle évoque un potentiel, elle évoque un temps passé, elle évoque une compétence, une carrière, elle évoque plein de choses, et on détermine une valeur. Une valeur qui est généralement dans la bande dessinée, parce qu'on sait aussi que c'est une tâche fastidieuse, le dessin notamment, qui est une valeur plutôt beaucoup plus élevée que les chiffres que tu évoques, Renaud. Bon. Mais c'est lié effectivement aussi à un marché et à un potentiel de vente. La réalité, c'est que vous disiez qu'on gagne beaucoup d'argent sur certains titres, c'est vrai. C'est vrai, bande dessinée, quand vous avez des titres qui vendent plus d'1 million d'exemplaires, ça fait beaucoup d'argent. Mais vous en avez un. Quand je dis des, c'est un. Et puis, vous avez la grande majorité des titres qui sont un investissement à perte pour l'éditeur, parce qu'il sait très bien qu'il ne retrouvera pas son financement. Mais c'est la règle du jeu. Il l'accepte, c'est l'éditeur qui n'accepte pas ça, j'allais presque dire qu'il faut qu'il change de métier. C'est la mesure de son risque, etc. Aujourd'hui, on évalue globalement dans ce segment-là grosso modo 6 à 7 titres déficitaires pour un titre qui gagne vraiment de l'argent et 2 titres qui équilibrent ou qui gagnent un peu plus. Voilà. Donc c'est ça. La vente moyenne d'une bande dessinée, c'est effectivement aujourd'hui 4000 exemplaires. La vente médiane des 4000 bandes dessinées franco-belges qui sortent chaque année sur notre... et on pourra parler de production si vous voulez, après, qui sortent chaque année dans nos linéaires, c'est un peu moins de 2000 exemplaires. Évidemment, avec 2000 exemplaires de vente, quel que soit le contrat que vous signez à vos auteurs, l'éditeur ne peut pas gagner d'argent. Et donc il le fait. Ça fait encore une fois partie de son rôle, parce que s'il ne fait pas ça, il ne trouvera pas le titre qui lui permet de financer tout ça. Donc cette équation-là, elle est extrêmement compliquée, surtout à un moment donné où effectivement vous avez un morcellement qui s'opère, parce qu'il y a de plus en plus de titres qui arrivent sur le linéaire. Et il y a ce morcellement. Voilà. Alors, la solution à cette équation, moi, je ne l'ai pas. Voilà. Moi, on y réfléchit, etc. Et encore, je vous parle de bande dessinée, on a de la chance dans la bande dessinée, c'est qu'il y a vraiment des titres qui peuvent trouver un public très vaste, très vaste. Alors, 1 million, c'est exceptionnel, mais plusieurs centaines de milliers, il y en a quelques-uns, etc. Dans l'album jeunesse, que je connais par ailleurs aussi aux éditions Glénat, et que connaît beaucoup mieux Cécile que moi, en plus, il n'y a même pas ces volumes-là. C'est encore plus difficile. Cette équation-là, elle est, et pour certains, et dans la littérature, il y a des titres effectivement qui peuvent aussi atteindre des sommets, mais il y a énormément de titres qui, malheureusement, ne dépassent pas le millier d'exemplaires. Et on le sait tous. Donc tout ça, ce sont des équations effectivement très compliquées que l'on pèse et que l'on mesure pour trouver le bon équilibre. Je ne dis pas qu'on le trouve systématiquement, mais il y a un équilibre. Alors cet équilibre, ensuite, il prend le nom de partage de la valeur dans nos discussions. Nous, cet équilibre-là, on estime effectivement qu'il est
avec des progrès à faire peut-être d'un côté, des choses à recorriger de l'autre, mais il est adapté à nos marchés. Et quand on prend segment par segment, puisque chaque marché est différent, la BD et la jeunesse, c'est pas les mêmes marchés, la littérature, c'est pas le même marché, l'encyclopédie, c'est de plus en plus dur, c'est pas le même marché, le beau livre, c'est pas le même marché, eh bien, on adapte à chaque marché un équilibre, parce que sinon, la question est la suivante, c'est qu'on ne pourra plus non plus produire. Parce qu'à un moment donné, ces investissements, on ne pourra plus les assumer. Donc je sais que ce n'est pas parfait, je n'ai pas conscience, je ne dis pas que les équilibres sont toujours parfaits, mais néanmoins, le partage de la valeur répond à cet équilibre-là. Parce que Renaud, si tu veux... Je pense que c'est comme ça qu'on travaille. Et alors après... Oui. Non, c'était très clair comme présentation. Peut-être à Anne-Claire, parce que j'aimerais qu'on avance un petit peu, mais ça rejoint le partage de la valeur, évidemment, et on se base encore sur ce baromètre qui est encore une fois un ressenti auprès d'auteurs. Leur ressenti, finalement, ce qu'ils voient, c'est le prix du livre qui augmente et leur part qui n'augmente pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez commenter là-dessus sur De notre côté, nous, on a fait un baromètre en 2023 où on a un petit peu posé des questions aux auteurs jeunesse. Et là, puisqu'on a commencé l'exemple avec les albums, on peut continuer. Un avaloir pour un auteur jeunesse sur un album, la moyenne, elle est à 816 €. Pour un illustrateur un peu plus, parce que comme vous le soulignez, c'est un peu comme en BD, il y a un travail qui est certes plus long, et donc on est à 1791 € en moyenne pour un illustrateur sur un album. Bon, à eux deux, je vous laisse faire l'addition, mais c'est 1137 €. 137. Voilà, c'est... bon, je sais pas quoi, 816 €, quoi, mince, c'est pas lourd, et on est bien d'accord que quand on en arrive à parler d'un avaloir, c'est qu'on a un contrat, c'est donc qu'en face de nous, un éditeur trouve, comme vous le disiez tout à l'heure, que le projet est chouette, que ce livre, cet album a une raison d'exister. Donc dès lors qu'on fait un contrat et qu'on met cet intérêt dans la balance, quel que soit le tirage qu'on envisage au départ, qui va être ni pire ni plus que ce que cette maison d'édition a l'habitude de faire pour les albums, à ce moment-là, 816 €. Finalement, voilà. C'est ça. Enfin, votre présentation, je ne sais pas si Renaud, vous voulez commenter ça. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit à l'instant. D'abord, quand le prix du livre augmente, la rémunération des auteurs étant assise sur le prix public, la rémunération des auteurs augmente de manière corrélative. Et je pense qu'il n'est pas tout à fait vrai de dire que le prix du livre augmente beaucoup. Certains déplorent qu'il n'augmente pas assez d'ailleurs, mais on sait bien aussi, y compris quand on regarde l'évolution des pratiques de lecture, on a des chiffres assez inquiétants ces derniers temps que voilà, on a aussi des questions d'acceptabilité des prix. Il est évident que l'intérêt commun des auteurs et des éditeurs, c'est de faire connaître la diffusion maximale au prix le plus élevé possible. Christophe Hardy. Juste rapidement pour rebondir ce que tu viens de dire, par rapport aux auteurs jeunesse, il y a quand même une chose. Si on rentre dans votre logique qui est l'économie du succès, c'est-à-dire qu'un auteur est associé à l'insuccès ou au succès de son livre, en jeunesse, il y a quand même quelque chose qui reste problématique, qui est le taux de rémunération extrêmement bas pratiqué. Et je ne parle pas des livres jeunesse qui ont deux auteurs et illustrateurs, mais en roman jeunesse, par exemple, pourquoi on a toujours des taux à 4-5% ou 5-6%? Alors, on va pas entrer dans une bataille de chiffres. En tout cas, ce n'est pas nous ce qu'on a pu constater et ce qu'on a pu mesurer dans l'étude sur le partage de la valeur que nous avons publiée l'an dernier, puisque vous vous rappelez qu'elle donnait des données globales, mais donnait également des données par genre éditoriaux, et nous n'arriverions pas du tout à ces ordres de grandeur. Mais on n'est pas comme en littérature générale à des taux de 10% en tout cas. Cécile Thérouanne. On part de loin. Donc voilà, on est d'accord que les taux de 4-5% ont existé, mais ils n'existent plus. C'est-à-dire qu'effectivement, on est parti régulièrement, très bas. Et quand même, on démarre à 7, voire 8, et maintenant l'adoption des paliers est quasi systématique. Donc je pense que, je suis tout à fait d'accord, on peut toujours s'améliorer. Mais je pense qu'il y a eu une réelle prise de conscience de la part des éditeurs jeunesse, et en particulier en littérature, du déséquilibre qui était le fait des romans pour la jeunesse.
Oui, parce que l'album jeunesse est encore à 5%. Mais j'entends, ce qui est intéressant, c'est de vous entendre dire que vous avez conscience qu'il faut que ça progresse. C'est déjà intéressant, parce qu'on n'a pas toujours entendu ça. Donc si vous considérez qu'il faut que ça progresse régulièrement, oui, c'est et quand même au sein bon du signe. bureau jeunesse, Il faut temps donner des signes positifs dans ce débat. Ah ben ça, je suis toute prête à le faire, et non, j'ai entamé la de conversation côté, en disant que moi j'étais du côté du verre à moitié plein. J'aime bien moi aussi, moi j'aime bien les bouteilles à moitié pleines aussi. Donc vous voyez, non, mais là, en l'occurrence, c'est ce que disait aussi Christophe. Il y a aussi une force d'inertie d'un secteur. Donc il faut sur le long terme aussi regarder ce qui se passe. Alors Renaud a fait remarquer que finalement c'était pas si tout n'était pas si mauvais que ça quand on regarde sur une longue période. C'est moi-même qui ai demandé à ce que sur ce baromètre on fasse de temps en temps comment dirais-je, qu'on le regarde sur le long terme, parce que sinon on se rend pas toujours compte des évolutions. Il y en a, on disait qu'elles étaient lentes. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut noter. C'est très lent, très très lent. C'est un peu ça aussi, il y a une forme d'impatience. Et puis une fois de plus, on est quand même face, je pense, dans le baromètre, c'est Benoît qui me le faisait remarquer tout à l'heure, mais les répondants du baromètre, on est quand même face à 70% des répondants ont plus de 50 ans dans le baromètre. Là, si on prend les âges, donc ça veut dire qu'il y a, d'une part, on est face à une population qui peut-être vit sur des contrats qui sont anciens, qui n'attestent pas forcément des évolutions récentes, et d'autre part, ça montre à quel point peut-être que les plus jeunes auteurs ne savent pas même que ce baromètre existe, donc ne sont pas dans un cercle de communication qui leur permettrait d'avoir mieux conscience des droits qu'ils doivent réclamer, des contrats qu'ils peuvent ou pas signer, etc. etc. On ne va pas revenir sur la question de la production et de la surproduction, on pourra en parler, mais juste simplement de donner un ordre de grandeur. Ce qui se publie en nouveauté chaque année représente peu ou prou 5% du catalogue global disponible. Ce qui veut dire que les évolutions qui sont connues chaque année sur ces 5%, évidemment, se diffusent de manière graduelle et diluée sur le stock tel qu'on le constate dans des baromètres de ce type. Donc voilà, après, il faudrait aller au-delà et mesurer les dispositions et ce qui se passe sur les nouveaux contrats, mais ça appellerait certainement des études compliquées. Mais si on mesure des évolutions globales, ça veut sans doute dire que ce qui se fait maintenant est significativement en progrès par rapport à ce qui se faisait hier. Dernier mot, Benoît. Oui, juste pour sur la jeunesse, effectivement, souligner qu'il y a les taux que vous évoquiez qui sont issus, comme le disait Cécile, de contrats qui peuvent aussi être plus anciens, et ces contrats évoluent. Ça, c'est le taux, on va dire le taux facial. On parle souvent de prix facial dans le livre. Là, il y a un taux facial. Et puis ensuite, il y a la réalité des droits que nous versons collectivement. Je suis d'accord, enfin, l'ensemble de nos populations, et qui ont été étudiées dans l'étude que Renaud a dans la main là. En jeunesse, on arrive, alors on l'a fait sur nos chiffres d'affaires nets, parce que la réalité, c'est qu'une maison d'édition, elle encaisse pas le prix public hors taxe, elle encaisse un chiffre d'affaires, déduction faite de ce que conserve le libraire et généralement le distributeur. Bon. On arrive pour la jeunesse à un taux de droit d'auteur, d'un taux donc des sommes que nous reversons aux auteurs de 18%, l'ordre de grandeur, 18%. Ça veut dire que, en bon an, mal an, si on considère que le taux que nous laissons au libraire plus le distributeur, le diffuseur, c'est à peu près 50% du prix de vente du livre, ça veut dire que bon an mal an, le taux réel de droit d'auteur sur le PPHT, je fais une petite équation, c'est 9%. Voilà. Le taux 9 à 10%, je crois que tu as 18 et quelques. Voilà, c'est pas 5. 9%, et encore faudrait-il effectivement tenir compte de la part des avaloirs non couverts. Donc ça, c'est cohérent avec des taux nominaux aux alentours de 8%. Alors moi, je voudrais ajouter Isabelle, quelque chose sur bien sûr. très vite, sur le fait que beaucoup de gens qui ont répondu ne sont pas des jeunes. Je pense que c'est parce qu'en fait, les jeunes, ils sont trop occupés pour adhérer à une société d'auteurs. Et d'ailleurs, vous, les éditeurs, vous nous aideriez si, dans le contrat que vous envoyez à un jeune auteur ou un primo-romancier, vous lui indiquiez la présence et l'existence d'une société d'auteurs qui, de toute façon, n'empiète absolument pas sur votre domaine, puisqu'il s'agit des droits secondaires. On a fait à la SCAM, à l'automne, une soirée primo-romancier où on a invité des centaines et des centaines, alors il n'en est pas venu des centaines, mais quand même plusieurs dizaines, pour la faire connaître, qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité de déclarer leurs entretiens radio, etc. Et ça, franchement, c'est quelque chose. Et on se dit toujours comment leur faire connaître. On a fait un podcast qui explique beaucoup de choses, entre autres sur le contrat, sur la discussion, etc. Ça serait formidable si dans le premier contrat, il y avait un petit post-it, la SCAM, allez-y.
Pour compléter ce que, oui, non, mais là, je vais dire aussi, mais pour compléter ce que dit Isabelle, en fait, il suffirait de faire comprendre aux auteurs qui signent une contradiction que signer une contradiction, c'est pas l'aboutissement, c'est le début des ennuis. Le début des ennuis, en tout cas, ou de quelque chose qui peut ne pas être des ennuis, mais en tout cas, c'est le début de quelque chose. Oui, c'est le début de quelque chose. C'est le début, très clairement, c'est le début de ce dont on parle depuis le commencement, c'est-à-dire c'est le début d'une relation. Et une relation, c'est source de autant d'emmerdes, voire plus que de plaisir. Mais en plus, souvent. Je pense que les gens de ma génération, on avait des contrats qui étaient d'une certaine manière plus avantageux. Parce qu'il y avait peut-être moins de livres, on avait des avaloirs peut-être un petit peu plus conséquents, il y avait une disponibilité des éditeurs. Enfin, j'ai l'impression que ça ne s'est pas, que ça s'est plutôt dégradé plutôt qu'aggravé. Mais ça dépend sûrement dans quel point. Merci, on a largement débordé le temps imparti. J'aimerais 2 mots, parce que c'était une nouveauté de ce baromètre, c'était l'introduction de ce marché et de l'impact marché de l'occasion. Vous avez dit il y a très peu de temps que justement il y avait une inertie, c'était très lent à faire bouger les choses, et pourtant il y a des menaces, vous parliez de l'intelligence artificielle, qui vont très vite, au contraire. Très rapidement, quel est l'impact du livre d'occasion pour les écrivains à l'heure actuelle? Ensuite, quel est celui des éditeurs et comment est-ce qu'on peut... Là-dessus, on est tous d'accord que c'est une perte de revenus invraisemblable, d'autant que le livre d'occasion se vend maintenant le lendemain du jour où le livre a été paru. Il y a des problèmes juridiques, je prendrai là-dedans, on y travaille ensemble. Il faut qu'on trouve un certain nombre de... Il faut qu'on borde les choses juridiquement. On en parlait encore au Conseil des écrivains hier. On avait une réunion. Il faut qu'on continue à se parler. Il y a plusieurs projets, mais il faut qu'on travaille ensemble et qu'on trouve une solution. Ça, c'est très très clair. Et juste pour terminer, si on n'a pas parlé de l'IA, et vous avez raison, il faut en parler, peut-être que c'était un chouï prématuré, parce que l'idée du baromètre, puisque c'est nous qui l'avons initié à la SCAM, c'est de rajouter chaque année, éventuellement, une thématique d'actualité. Ça faisait un peu beaucoup, et sur l'IA, on n'était pas encore à l'aise. Mais vous avez raison. Sur le fond, peut-être que dans 2 ans, je pense que ça vaudra le coup d'avoir des questions autour de l'IA. Juste pour le marché de l'occasion, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas des petits libraires d'occasion du coin de la rue. Hein. L'explosion qui a été repérée, c'est l'explosion des plateformes spécialisées en revente de livres d'occasion. C'est ça qui est... Le premier revendeur de livres d'occasion, et Vinted, c'est pas spécialisé. Dans l'occasion. Ouais. Il y en a spécialisés dans l'occasion, mais qui sont moins nocifs finalement que des plateformes omni-canal comme Vinted. Et là, pour le coup, on parle de partage de la valeur, mais là, on est face à la fuite de la valeur, et c'est vraiment l'enjeu majeur. Oui, je pense que effectivement, dans la valeur, qui est au cœur aussi de nos discussions souvent, et évidemment, l'occasion a aussi son rôle, et ça serait effectivement une avancée incroyable qu'on arrive à trouver le bon système pour le traiter et pour ramener de la valeur à partir de l'occasion. Je voudrais dire 2 choses là-dessus, que je ne sais pas si les uns et les autres en ont conscience. La Sophia a piloté une remarquable étude sur le livre d'occasion qui a été assez longue et qui est très complète, qui disait en 2023 qu'il y avait un livre sur 5 aujourd'hui sur le marché qui était vendu d'occasion. Un livre sur 5. Un deuxième chiffre, le polar, un livre sur 2. Un livre sur 2 en polar est vendu d'occasion, ou est acheté d'occasion. Fondamentalement, effectivement, quand on est face à ces chiffres-là, on peut discuter beaucoup de valeurs, de partage de valeurs. Il n'en reste pas moins que la fuite évoquée par Cécile est tellement forte qu'on aura toujours du mal à rééquilibrer cette valeur-là ou trouver un nouvel équilibre. Donc c'est fondamental qu'on s'empare de ce sujet, tous, parce qu'on est là, pour le coup, dans le même bateau. On est vraiment dans le même bateau. Je crois qu'on peut vraiment se féliciter du fait qu'on s'en soit emparé ensemble. Nous, notre position commune, elle est simple, c'est qu'on demande une mesure de politique publique et qu'on sorte d'une forme de déni sur les impacts majeurs du développement du livre d'occasion à l'ère des plateformes. On ne peut pas négliger ces impacts-là, ils sont extrêmement puissants. Il y a, comme le dit Cécile, une fuite qui risque de déséquilibrer l'ensemble de la chaîne de la création. Et donc voilà, on en appelle à une réponse de politique publique. On est très engagé dans des discussions qui ont un peu de mal à avancer, mais je crois qu'on est de part et d'autre extrêmement déterminés à aller au bout de cette démarche. On l'a fait pour le droit de prêt en bibliothèque, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur le livre d'occasion. Je voudrais rajouter juste une chose là-dessus, parce que la problématique, c'est pas fondamentalement l'occasion. Il y a plein de choses qui se vendent d'occasion, et tant mieux, des meubles, des voitures, etc. La problématique, c'est que nos règles économiques dans le livre ne sont pas adaptées
notamment comment on appelle ça, l'épuisement du droit sur la vente du livre neuf, ne sont pas adaptés à une société ou une possibilité dans laquelle le livre d'occasion peut grossir ou croître de manière sensible. C'est ça la problématique. Et donc, il faut faire évoluer ces règles-là. Juste d'un mot, ce qui rend urgent, effectivement, le fait de prendre des mesures, enfin, qui est des décisions politiques, je reviens sur la notion de chaîne de création. Pour résumer les choses, il y a vraiment de la part des plateformes une prédation sur la chaîne de création. Et ça, il faut dire les choses, résumer les choses dans ces termes-là pour dire l'urgence de décisions politiques. Et là-dessus, auteurs, éditeurs sont dans la main. Main dans la main. Tout le monde perd. Tout le monde perd. On... Y compris le statut d'auteur, etc. Ah oui, non, mais c'est que ça dénature la valeur principale du livre. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore 3 minutes pour parler d'intelligence artificielle, parce que vraiment, un livre hebdo, on y tient absolument. Non, c'est dans 2 ans. Non, mais globalement, pareil, l'intelligence artificielle, ouais, on en reparlera un peu mieux, mais quelles sont les problématiques auteurs identifiées déjà par vous, représentants et c'est des préoccupations de transparence déjà, c'est-à-dire il y a le fait d'entraîner des données et après il y a le fait de les utiliser. Donc ça pose un problème juridique. Quand on est plutôt en gestion collective, je pourrais répondre que nous on a fait un opt-out, c'est un peu compliqué, je ne veux pas entrer dans le détail, mais en tout cas le principe c'est qu'à un moment donné, il faut un mécanisme de transparence, de savoir ce qui est prompté, et ensuite ce qui est utilisé, ce qui est deux choses différentes. Hein. On pille les comptes. Et ça, effectivement, il y a des réponses juridiques qu'il faut apporter selon les secteurs. Donc dans l'écrit, ce ne seront pas forcément les mêmes réponses que dans l'audiovisuel ou dans la photographie. Mais aujourd'hui, l'urgence, je l'ai dit encore à l'Assemblée nationale, l'urgence, c'est l'identification des sources, la transparence de l'utilisation de l'IA, avant même de savoir ce qu'on en fait. Là aussi, on est d'accord. Alors après l'IA, en 2 minutes, je crois que c'est vraiment mission impossible. Simplement dire que par rapport à cette obligation de transparence, et je n'entrerai pas dans les détails, nous, notre analyse, c'est que on est là sur un dispositif qui, en l'état actuel des choses, est totalement désarmé. Quand on a mis en place des règlements et quand on a mis en place des choses aussi puissantes que le RGPD, on a constitué un bras armé. On a installé une autorité qui était en charge du respect des obligations de transparence. Le règlement européen, à l'heure actuelle, il est désarmé. Et donc, le point qu'on aura à mettre sur la table, c'est le fait que la France s'arme d'un dispositif de suivi, de contrôle du respect de l'obligation de transparence. Et c'est évidemment un élément qui est essentiel pour la protection des droits d'auteur. Il faut juste aussi, parce que moi j'ai été interpellée par une autrice récemment qui a découvert qu'un certain nombre de ses romans avaient été complètement pillés. Et il faut que les auteurs sachent que le SNE et la SCAM ont fait une action contre Meta et qu'il y a des choses, on bouge quoi, on n'est pas, il y a une action contre Meta menée par le, mais en tous les cas il y a le STAC et la GDL, pardon. En tout cas, il y a vraiment une action collective et une prise de conscience de l'interprofession et où on n'est pas terrorisé face aux GAFAM. Donc c'est vraiment ça qu'il faut aussi faire savoir aux auteurs. Non mais vous avez raison, il faut réagir et éventuellement il faut aller devant les juges, il ne faut pas hésiter à actionner les juges parce qu'une partie de la réponse sera peut-être la réponse judiciaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un procès, je vais oublier les parties en question, aux États-Unis, où il a été jugé que le fair use ne pouvait pas être une justification à l'utilisation de l'IA. Et au prompt, ça c'est très intéressant. J'ai envie de dire, même aux États-Unis, et même sous le président Trump. Donc c'est très intéressant. Et c'est un sujet, comme vous l'avez dit, qu'on ne peut pas exploiter en 5 minutes. Et j'imagine qu'on en parlera beaucoup plus dans 2 ans. Dans 2 ans. Merci à vous tous pour la qualité des échanges. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Il y a eu des prises d'engagement, en tout cas sur la charte de bonnes pratiques. J'espère qu'on en reparlera dans 2 ans. Merci d'être allé au bout de cette vidéo que vous pouvez bien sûr retrouver en replay sur le site de Livre Hebdo. C'est facile parce que vous pouvez revenir si vous n'avez pas compris quelques chiffres ou accélérer sur des passages qui peuvent vous paraître un peu longs. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt sur Livre Hebdo.